Alors, donc, nous poursuivons nos travaux par la communication que va porter Lampros Litoris à ma gauche. Communication donc présentée sous les deux noms de Lampros et de son compère Christos Dermentzopoulos. Lampros est docteur en histoire contemporaine. Il a passé son doctorat à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et au demeurant, il continue à collaborer avec le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines de cette même université. Depuis 2008, il enseigne l'histoire européenne à l'Université de Ioannina en Grèce et il est également directeur de recherche à l'Open University of Greece et professeur invité à Limoges, où nous avons le plaisir de le recevoir régulièrement, à Versailles et à l'ONU. Il travaille notamment sur l'histoire des relations culturelles internationales et coordonne l'équipe grecque dans le cadre du programme DETECT, voilà, où nous nous sommes retrouvés. Donc, avec Christos Dermentzopoulos et Nikos Philippaios, qui est donc le postdoc DETECT des collègues grecs. Ils sont en train de publier en grec précisément un tome dédié aux récits criminels en Europe contemporaine. Voilà. Et il nous présente aujourd'hui donc une communication intitulée « Quand la réalité et la fiction s'entremêlent, les faits divers et le cinéma grec ». Merci Jacques, merci à tout le monde et merci pour l'invitation. Alors, je suis ici pour représenter notre équipe grecque du programme DETECT. Bon, le sujet que je vais élaborer, c'est un sujet qui touche au limite, je crois, la philosophie de ce colloque. Et du fait que, comme vous allez voir, les exemples que je vais donner, ce sont des exemples qui ne sont pas typiquement de films policiers ou de films de crime. Mais on va voir comment quel est de l'accueil par le public grec sur ces films qu'ils estiment parfois comme des films de ce genre. Ben, on sait très bien que le crime est omniprésent dans les fictions cinématographiques depuis la naissance du cinéma et bien sûr qu'il traverse tous les genres filmiques. Nombreux sont les cinématographes qui puissent leur inspiration dans les faits divers, qui lisent dans le journal ou d'après un reportage télévisuel. Et c'est ce processus de création artistique à partir du fait divers qui nous intéressera surtout dans cette présentation. Dans le cas du cinéma grec, et jusqu'au début des années 1970, les faits divers sont quasiment absents pour une série de raisons liées aux limites artistiques et esthétiques de la production du pays, à la censure officielle et aux mentalités conservatives et traditionnelles de la société et au dysfonctionnement du système cinématographique hellénique. Depuis, les films inspirés par des grandes affaires médiatiques occupent de plus en plus un nombre les écrans. Les faits divers stimulent les cinéastes qui trouvent une manière scénaristique en or pour traiter de sujets puissants et surtout pour évoquer les ambivalences de la Grèce d'aujourd'hui. Notre présentation essaie d'expliquer les raisons de ces retards et on propose un retour à la production grecque des années 1970 à nos jours afin de revoir certaines affaires emblématiques qui ont marqué les esprits dans le pays. On propose également l'analyse du contexte de l'adaptation d'un fait divers à l'écran, mais aussi comment se conformer aux grands principes du droit, au respect de la vie privée ou la mémoire des morts. Les films choisis et présentés ici couvrent une période de grands changements au sein de la société hellénique. Les influences étrangères à l'adaptation du crime à l'écran et la place dominante des faits divers dans la presse populaire et dans la télé du pays sont des paramètres de notre recherche qui méritent une analyse plus profonde. Du même, notre présentation essaye d'examiner comment les réalisateurs grecs passent de l'adaptation des affaires qui représentaient une société plus traditionnelle, c'est-à-dire crimes d'honneur, crimes liés aux confrontations politiques, crimes qui ont eu lieu à la province, etc., aux crimes modernes liés aux transformations de la société urbaine néo-hellénique
notamment pendant les années 2000. Et je note le crime familial, crime organisé, prise d'otages, trafic de drogue et d'êtres humains ou crimes liés aux questions racistes. Après la chute du régime des colonels en 1974 et le rétablissement de la démocratie en Grèce, la production cinématographique passe à une nouvelle période. La caractéristique la plus marquante de ce nouveau cinéma grec fut le développement du cinéma d'auteur. Assez vite, les réalisateurs grecs essayent à lier l'écriture cinématographique à la réalité vivante d'une société en pleine transformation. Pourtant, les faits divers et les histoires du crime issus de l'actualité n'inspirent pas vraiment les professionnels du cinéma. La censure, qui est omniprésente même après 1974, le maire ultra-conservateur d'un public qui se diminue en faveur de la télé et la difficulté des réalisateurs de la nouvelle vague à proposer des thématiques populaires expliquent jusqu'à un point ce retard du pays à suivre les tendances européennes. La reconstitution en aparastasi, le premier film de Théo Angelopoulos en 1970, tourné pendant la dictature, inspiré d'un épisode réel de l'actualité pour montrer la destruction de la famille contemporaine par la misère qui pousse à l'émigration, c'est, on peut dire, le film qui marque la naissance de cet intérêt des réalisateurs grecs pour ces raisons. On pourrait dire que ces premiers longs métrages du réalisateur mythique du cinéma grec fut le premier qui a essayé à combiner le fait divers et la fiction cinématographique. La chute de la dictature entraîna une éphémère effervescence. Dans le sillage des libertés retrouvées, c'est-à-dire fin de la censure, mais même si les lois régissant le cinéma ne furent définitivement supprimées qu'en 1981, autorisation du Parti communiste, etc., les ciné-clubs se multiplient, la population sortit à nouveau et fréquentant les salles de cinéma en masse, alors il y a un changement de la culture autour du cinéma très, très vite dans les années 70. Très vite, les publics on peut dire qu'il suit cette vague de réalisateurs, mais à la fin des années 70, on assiste à un public qui s'intéresse plutôt pour les séries télévisuelles que pour le cinéma et pour les nouveautés proposées par les réalisateurs. Alors, ces nouveaux cinémas grecs tous ses limites au début des années 80. L'histoire difficile de la Grèce servait d'arrière-plan au discours politique et sociaux du nouveau cinéma grec, ainsi dans les grands fresques historiques. Au début des années 80, avec l'arrivée au pouvoir des socialistes de PASOK, les thèmes politiques et sociaux, ainsi que les nouvelles façons de filmer, nourrirent la naissance du cinéma expérimental, ainsi qu'une importante production documentaire. Un autre grand thème du nouveau cinéma grec était la description d'une crise existentielle individuelle, métonymie de la crise de la société en général. C'était alors clair que le cinéma grec montrait une incapacité à raconter une histoire simple et il s'est glissé vers une stylisation de l'espace et des objets sans personnage. On assiste alors dans un phénomène assez paradoxal. Les films grecs triomphent dans le festival, mais ces succès ne s'accompagnaient pas de sorties massives en salle. Les publics grecs préfèrent, comme je dis, la télévision et en réponse à la difficulté de la création et de diffusion, certains réalisateurs ont abandonné les recherches formelles et stylistiques pour revenir aux formes traditionnelles de la narration. Dans ce cadre, on trouve des films inspirés par l'actualité et les crimes qui figurent à la une des quotidiens. Je vous propose alors de voir tout d'abord les 4 films que je propose aujourd'hui. Je propose la découverte des films Parangelia, un film tourné en 1980, Angelos en 1982, L'Otage de 2005 et L'Alter Ego de 2016.
Le choix de ces films s'explique par une série de raisons liées à la réception par le public des histoires racontées, à la naissance d'un débat public autour de chaque film et à leur place au paysage cinématographique et culturel du pays. Oui. Bah, oui, mais comment? Il est en pause. OK. Maintenant, c'est bon? OK. Alors, Parandelia, le premier film, à Athènes, le mois de février 1973, au cours des années turbulentes de la dictature des colonels, deux frères, Nikos, un ancien condamné, et son jeune frère, Dimos, ainsi qu'un ami et leur femme, décident de sortir le soir dans un joint de bouzoukia, hein, la musique populaire du pays, et au milieu des divas pourries, des fumées de cigarettes âcres et des policiers en civil, les frères se retrouveront bientôt dans une situation très délicate, car une provocation cynique alimentée par un machisme imposant conduira à une spirale descendante de violence aveugle. Et dans le ténèbre grotesque de ces un interrupteur luisant réclame le massacre. C'est l'histoire vraie de Nikos Koemtzis, un homme qui a poignardé trois hommes, les deux, ils étaient des policiers hors service, que je parle pendant la dictature des colonels, de tuer des policiers, c'était quelque chose d'assez grave. Hein? À mort pour avoir manqué de respect aux hébéticos, à la danse de son frère Démos, une danse traditionnelle grecque. Le film, tourné 7 ans après les événements, a mis en cause la décision de la justice qui a condamné Nikos à la peine capitale et à la suite, après l'abolition de la peine de mort, à perpétuité. D'après les réalisateurs de deux frères, le deux frères étaient en vérité les victimes de la situation politique et sociale du pays après la fin de la guerre civile en 1949. Nikos, fils de communistes exilés par les vainqueurs de la guerre civile, avait une enfance pleine de problèmes et il est devenu un marginal, un petit voyou. Le réalisateur Pavlos Stasios dépeint Koemtzis comme une victime de la violence d'un État autoritaire et en même temps comme un symbole des couches populaires de l'après-guerre qui se dressent maladroitement face à la modernisation violente des villes. La nuit des massacres, toujours sous la pression d'un système opprimant, il a essayé à protéger sa dignité face aux provocations des policiers. Ivre, il a tué avec un couteau ceux qui ont violé la loi non écrite de l'honneur et de l'ordre, selon laquelle, lorsqu'on assigne et paie le chanteur pour interpréter une chanson comme une commande, celui qui paie ou commande la chanson danse sur la piste. La persécution et l'arrestation pendant 2 jours de Koemtzis ont été considérés par la police comme une question d'honneur en raison du statut professionnel des victimes. La presse de l'époque le décrivait comme une bête et qualifiant souvent les autres criminels avec son nom. Il a été libéré de la prison de Patras en 1996 après 23 ans d'emprisonnement continu. En Grèce, bien sûr, les crimes pour l'honneur étaient extrêmement populaires jusqu'aux années 60, période au cours de laquelle le phénomène d'urbanisation est apparu fortement, alors qu'en même temps, le concept d'honneur commençait à émerger de son sens traditionnel et collectif. Ainsi, dans le contexte de cette urbanisation et de la modernisation, les Grecs sont appelés à abandonner les idéologies et les pratiques dépassées. Cette mise en œuvre coordonnée du changement appelle à l'abandon du statut social des relations sociales et de genre d'une manière qui oppose les émotions à la rationalité, la violence à la loi. Et il est très important de mentionner que ce changement est planifié et imposé d'un nom. Les journalistes dénoncent les jurés qui acquittent les crimes d'honneur, associant leur clémence à l'augmentation de la criminalité et à
occidentalisation tardive de la société grecque. Au total, Tassios, en tant que réalisateur intégré en moins thématiquement au nouveau cinéma grec, a créé un film en hommage à l'impasse des couches populaires des fêtes de l'après-guerre et à la violence qu'elle cachait. Constitue les points d'illégalité dans l'espace urbain, l'espèce d'action, c'est-à-dire dans cette boîte de bijoux qui coïncide avec les espaces de formation du rebetiko, la tradition populaire et marginale de la musique et de la culture grecque. Les films suscitent la sympathie du spectateur pour Coenzis, car à travers la connexion du protagoniste avec les codes du rebetiko et les discours révolutionnels, il s'adresse à la victime d'un soulèvement perdu, tandis que le fait qu'il ait tué des policiers sous la dictature, c'est un acte révolutionnaire. Alors, pour comprendre certains éléments, j'ai décidé de vous faire passer une partie, un extrait de ce film. Ah non? Pardon? Voilà. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça ta vidéo? Oui, c'est ça. C'est bon, Marianne? Lance. Oh, ok. Lance. Ça a l'air d'avancer, mais ça ne bouge pas. Alors, j'arrête ici. En témoignage, le fait qu'à la fin du film, le protagoniste, Coenzis, semble rejeter non seulement la gestion, mais aussi toute l'identité idéologique de son père, insistant uniquement sur la défense de son honneur et de sa masculinité et non sur une foi idéologique, et provoque une sympathie qui avait comme résultat l'évolution d'un mouvement situé par des intellectuels et journalistes dans les années 80 qui demandaient la diminution de la peine du criminel. Le débat public à la suite n'a pas changé la situation de Nikos Coenzis, mais il avait comme résultat d'un côté la formation d'une image culte dans le paysage de la culture populaire du pays, mais de l'autre côté, la forte réaction des familles de victimes qui bénéficiaient à l'époque de l'appui de la presse de la droite et des partis de la droite.
Le deuxième film que je vais vous présenter, c'est le film Angelos, Angèle. C'est l'histoire d'un jeune homosexuel, voilà, qui garde son identité secrète pour sa famille. Il tombe amoureux d'un rue de marin, Michalis, et ménage avec lui. Michalis convainc Angelos de s'habiller en drague et de travailler dans un coin avec des autres travestis. Avec l'argent, Michalis achète une moto de luxe entrant dans le bar. Les jours, Angelos est à l'armée. La nuit, il se prostitue. À Noël, il rend visite à sa grand-mère et apprend qu'elle et sa mère étaient aussi des prostituées. Une crise s'ensuit lorsque deux hommes du quartier battent Angelos. Sa famille est informée, l'armée les congédie et son père devient fou. Ensuite, Michalis veut que Angelos soit parti. Angelos est rebelle, se transforme des victimes en bourreau et tue finalement son amant. Vous pouvez voir ici la presse de l'époque, parce que le scénario du film était basé sur des faits réels et plus précisément sur l'histoire d'amour désastreuse du marin de 19 ans, Christos Roussos, avec avec le marin de 22 ans, Anestis Papadopoulos, une relation qui a conduit au meurtre de ces dernières en 1976 et la condamnation de l'ancien emprisonnement à vie. C'est le premier film grec qui traite de la question de l'homosexualité en Grèce, des trans, des places en femmes, ainsi que de tous les contextes de la prise en charge de cette réalité par la société de l'époque. Angelos est la figure du jeune et bel homosexuel, convoité non seulement par les marginaux, mais aussi par les straights qui se cachent hypocritement derrière l'anonymat. Pourtant, face à Angelos et à chaque Angelos, l'hypocrisie de toute une société est visible, une société qui cherche à se purifier par la création de victimes expiatoires. Dans cette société qui persécute et tolère la diversité, le protagoniste devient finalement un bouc émissaire et une victime des instincts les plus sombres et les plus violents. Alors, le film a provoqué une série de réactions avant même d'être tourné. Dans un premier temps, le scénario a été rejeté par le ministère de la Culture par crainte d'éventuelles réactions. Au début de la projection, Christos Roussos a lui-même déposé une demande de mesures conservatoires demandant sa résiliation au motif d'arbitraire scénarisé, car en fait, il ne s'est jamais déguisé en travesti au point de refuser d'accepter les pressions suffocant son encontre. De plus, le réalisateur a montré aux membres de sa famille qu'il se comportait et réagissait différemment de la réalité. Cependant, de nombreuses années plus tard, il a admis que malgré la falsification des faits, la projection du film et son acceptation par le monde avec la transformation parallèle de l'opinion publique, qui jusqu'alors était contre lui, l'ont aidé de manière décisive dans sa tentative de revendiquer les contenus à atténuer sa peine. Un mouvement de nouveau de soutien avec la participation des hommes et des femmes de réputation tels la ministre de l'époque de la culture, Melina Mercouri, ou le décoré par un Oscar compositeur Manos Hatzidakis, a été développé, qui avait comme résultat en 1990 la libération du Roussos par la prison. Malgré les critiques habillées de la presse, le film connut un grand succès, atteignant de sa première projection uniquement dans le cinéma d'Athènes plus de 300 000 spectateurs, un nombre extrêmement important si l'on en tient compte à la fois le thème du film et le déclin global auquel le cinéma grec était confronté à l'époque. Il a participé bien sûr aux plusieurs festivals et aussi au festival de Cannes. Je vous passe de nouveau les trailers du film.
À ce point, et avant la présentation de deux derniers films, on doit faire une petite parenthèse qui concerne la télé et son rôle à l'évolution des liens entre le fait divers et la fiction en Grèce. Durant les années 80, le paysage audiovisuel a connu un changement spectaculaire dans sa structure dû à une nouvelle idéologie politique qui encourageait l'entrée du secteur privé et limitait les pouvoirs de l'État. De cette façon, la radio-télévision a été considérée comme une nouvelle source d'investissement et de profit, bien sûr. La multiplication des chaînes privées, notamment à partir de la deuxième moitié des années 90 et jusqu'à nos jours, et les morcellement partiels du marché audiovisuel grec soulèvent des enjeux économiques nouveaux. Oui, 7 minutes, d'accord. Dans le cadre des renouvellements des fictions, qui jusqu'à hier concernaient notamment l'adaptation de la littérature, policière inclus, les créateurs osent adapter des faits divers à la télé et l'exemple le plus emblématique de ce changement fut le cas du réalisateur Panos Kokinopoulos qui a produit 5 ou 6 séries différentes, hein, et qui, je note seulement une caractéristique de l'Anatomy of Crime, une série qui était, le scénario était signé par Petros Markaris, bien connu en Europe aussi pour les histoires de l'inspecteur Karitos. Kokinopoulos a réussi à établir un style narratif personnel et sombre à la télévision grecque, et ces séries sont basées sur un format inventif d'un amalgame de genres cinématographiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des histoires réelles, il l'a fait en série télé, mais avec une esthétique très problématique, hein, jusqu'à un point, on pourrait dire que sa vue était quasiment ou presque pornographique, mais qu'il avait un fort succès dans le cinéma. Mais ces séries avait comme résultat, et le succès de ces séries avait comme résultat comment on dit, que le public grec, très vite, le public inspiré par qui préférait la télévision, il s'habitua à la violence domestique et quotidienne, et c'est aussi à cause de cette raison qu'un autre créateur, cinématographe du cinéma, Konstantinos Giannaris, il cherche dans l'actualité pour l'idée de son prochain film, le film Otage, de Giannaris, un film qui était, qu'il a fait il était la sélection officielle de la Grèce pour le festival de Berlin. C'est l'histoire d'un travailleur migrant albanais, Flamour Pisli, qui a détourné un bus avec 9 otages dans un village grec près de Thessalonique. Armé d'un kalachnikov et de 2 grenades, le pirate a contacté les médias et la force de sécurité avec le téléphone portable dans 2 otages. Et la diabolisation des émigrés, l'oppression et le rôle des médias sont les thèmes principaux du film, pour enfin se demander s'il est possible d'échapper à l'otage des préjugés. Le film a provoqué une polémique parce que pendant le fait réel, un des otages grecs a trouvé la mort pendant l'opération des forces spéciales albanaises, juste après l'entrée de bus en Albanie. Giannaris, loin des stéréotypes grecs de l'époque et des reportages des médias, offre une image assez sympathique du criminel albanais, quelque chose qui a provoqué en général la colère de la part des médias ultra influencés par un racisme quotidien qui existait dans la société grecque. Et bien sûr, il a provoqué aussi un discours public, notamment entre la droite et la gauche en Grèce. Vous pouvez voir ici des extraits parallèles. À gauche, vous pouvez voir, c'est l'exemple, c'est un cliché du film. À droite, c'est un cliché réel de la télé grecque de cette époque-là. Ça, c'est le fait, en 1999 en Albanie. Il n'y a pas le sous-titrage.
Et ici, vous pouvez voir les trailers de ce film, L'Otage. Et pour finir, je vais... Oui, deux. Je vous propose de voir aussi tous les deux films, L'Otage et le film que je vais vous parler maintenant, Alter Ego, sont disponibles à YouTube avec un sous-titrage en anglais et en français. Et c'est le film de Sotiris Tsafoulias, Alter Ego, et le seul des films analysés qui mérite le nom d'une fiction criminelle. Pourquoi? Si les trois autres films sont des drames inspirés par des crimes réels qui ont été adaptés au cinéma, le film de Tsafoulias, c'est une vraie fiction qui a une relation avec la réalité un peu paradoxe. Inspiré de Numéros amiables de Pythagore, il y a une série, un thriller, il y a une série de meurtres par un tueur en série qui utilise les numéros 220 comme marque accompagnée des citations de Pythagore. Alors, les films, je vais très vite parce que je ne vais pas dire toute l'histoire du film, le réalisateur avait programmé la première de son film en 2016. Dans la vidéo de la séance des questions-réponses, on voit un jeune homme demander au réalisateur s'il craignait que l'histoire d'un enquêteur qui utilise la théorie mathématique pour retrouver un tueur en série puisse inspirer un véritable crime. Tsafoulias a répondu, bien sûr, que la pensée ne lui avait jamais traversé l'esprit lors de la réalisation du film, qui est purement une œuvre de fiction. Le jeune homme qui a posé la question est alors vu en train de quitter le cinéma avant la fin de la séance des questions-réponses. Peu avant, une série de meurtres avec des victimes de chauffeurs de taxi ont choqué la société hellénique. La description du suspendu par la police ressemblait au spectateur bizarre du film. Le réalisateur, sous le panique de la médiatisation de l'événement, a décidé de retirer le film de salle, non pas, bien sûr, parce qu'il reconnaît un lien avec le killer. Après tout, Tsafoulias disait que la vraie vie et la fiction sont des chemins parallèles qui n'est rencontrés, mais pour aider aux enquêteurs. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire reste toujours ouverte pour la police grecque. Pourtant, le film a connu un succès énorme à YouTube, où se trouve un accès libre, et il a plus de 7 millions de vues. Après ce succès sans précédent, Tsafoulias est la plateforme médiatique la plus populaire du pays. On proposé en 2019 et en 2020 deux saisons d'Hétéros Ego pour la télé, et le succès était encore plus grand. Et à partir de 2021, la série passe en clair par une des chaînes privées du pays. Vous pouvez voir ici les trailers du film que je fais.
Alors, le cas d'hétérocégo est la preuve que parfois, l'actualité elle-même peut déterminer le parcours commercial et artistique d'une fiction. Certains films ont entraîné soit un changement de l'opinion publique en faveur des criminels, comme c'est le cas de Paradiella ou de Angelos, soit l'intégration de la fiction dans un dialogue politique et culturel sur les sociétés modernes, comme c'est le cas de Otage. Dans Hétérocégo, un film qui s'intègre mieux dans le corpus des films que nous examinons dans le cadre de Detect, la vie réelle semble à imiter la fiction en soulevant des questions sur l'effet du criminel fictif sur l'individu. Merci.